Bonjour à tous, ici Mehdi de la chaîne Nihonbashi. Aujourd'hui, on va de nouveau parler de Welcome to the Ballroom. Mais cette fois-ci, on ne revient pas sur un tome, ni sur une seule thématique, mais bel et bien sur 3 thématiques qui sont à mon sens centrales dans l'œuvre de Takeuchi Tomo: dialogue, domination et altérité. Petite pause pour vous dire que je vais spoil le manga en cours de parution, donc si vous n'avez pas encore lu ou vu le tournoi métropolitain dans son entièreté, à vos risques et périls. Pour établir le lien entre dialogue, domination et altérité, il est nécessaire de revenir sur le dialogue. Un dialogue, c'est quoi? C'est un moyen de communication envers autrui. Elle n'est pas un discours, mais représente plutôt une forme de discussion. Le dialogue se fait entre deux personnes, entre un émetteur et un récepteur. Ce qui est émis peut s'apparenter à un langage. Au fond, le dialogue, c'est une coopération en vue de la compréhension, Oui. et la compréhension du sens de l'existence en philosophie. Oui. Si on place le dialogue au sein du contexte de Welcome to the Ballroom, on imagine facilement que le langage correspond à la danse, que Tatara, par exemple, et Shinatsu sont tour à tour des émetteurs et des récepteurs de l'un et de l'autre, par exemple. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Il faut comprendre qu'il n'y a pas un, mais des dialogues. Ils sont multiples. Il y a un échange entre les deux membres de la paire, oui, mais il existe aussi un échange entre deux paires différentes, entre un juge et un danseur, mais aussi entre le public et les danseurs. Le sujet est beaucoup plus vaste qu'on ne peut le penser. Les modalités du langage subissent eux aussi des transformations. Ce ne sont plus seulement les corps qui se mettent à parler, ce sont les sifflements, les cris, les chocs, le silence, la stupéfaction, les applaudissements, mais aussi les sourires et surtout les regards. Tout devient possiblement le lieu d'un échange, d'un dialogue. On peut rentrer dans le vocabulaire plus technique de la danse, dans le sens où par exemple ce qu'on va appeler la connexion entre le leader et le follower se fait par le maintien d'un contact physique durant la performance. Ce sont ces contacts entre les corps qui vont permettre de transmettre l'information par la tension des muscles, des corps. Ensuite, forcément, par ce contact, les danseurs vont saisir que leurs vécus ne sont pas les mêmes. Ils doivent s'accommoder, s'habituer à ce nouveau corps, à ces nouvelles habitudes, nouvelles émotions, ne pas utiliser trop de force, ne pas faire tel mouvement, ou justement faire plus souvent. Les mots ne permettent plus d'exprimer ce que chacun ressent. Ils peuvent être mensongers. Seuls les corps rentrant en interaction permettent de toucher l'âme. La danse, c'est la possibilité d'accéder à un nouveau monde sensoriel. Elle est le langage de l'âme. Dance is communication, and the great desire is to speak clearly and beautifully and with inevitability. And this is true of all of us. It's true of me, it's true of every member of my company. Ce dialogue est primordial dans Welcome to the Ballroom, dans la mesure où la confrontation dépasse la frontière linguistique. Elle est la résultante d'un désir, d'une violence, d'une histoire. Ce qui est tout à fait intéressant dans ce dialogue, ce n'est pas seulement la méthode, mais bel et bien le contenu. C'est le contenu de ces dialogues qui va dicter le cœur de l'histoire. Qu'est-ce qu'on veut exprimer? Qu'est-ce que les personnages cherchent à faire à travers ce dialogue? Ce contenu, c'est tout simplement l'identité de chacun. Une identité dans le sens de nos mémoires. Ce que ces danseurs cherchent à transmettre, c'est toute l'émotion qu'ils ont en eux. Toute leur histoire, toute leur philosophie, leur façon de concevoir leur rapport à l'autre qui se traduisent dans leurs mouvements. Pour autant, la danse n'est pas nécessairement tout le temps le lieu d'un dialogue. Au contraire, elle est parfois individuelle, unilatérale. Il y a connexion, mais sans dialogue. Dès lors, on peut parler de domination. La domination se montre au travers de plusieurs formes tout au long du récit. D'abord, il faut parler du traitement des femmes. En effet, le monde de la danse standard est un monde encore très conservateur, même dans notre monde. Le manga traduit aussi cette domination. Elle a subi peu de transformations et reste donc très codifiée malgré certaines avancées stylistiques, comme en témoigne le manga. Par exemple, les femmes doivent jouer le rôle de follower et les hommes le rôle de leader la plupart du temps. Très souvent, les compétitions ne permettent pas l'entrée du couple du même sexe. Dans le manga, on montre que le dossard est porté par l'homme, et que la femme n'est pas considérée comme athlète, l'homme si. Même s'il peut y avoir des tendances virilistes, c'est certain, ce sont bien les femmes qui sont d'abord réifiées, mis à l'état d'objet, de décoration. Ensuite, c'est aussi dans ce cadre purement sportif, compétitif, qu'entretient la danse de salon que l'on peut voir de la domination. Évidemment, s'il y a compétition, il y a élimination. Forcément, ça engage un rapport de force entre plusieurs couples. Le duo doit tout faire pour absorber les spectateurs, les juges, les attirer à eux. Pour ce faire, ils doivent conquérir la piste, aller là où ils le souhaitent, pour pouvoir exercer ce contrôle, utiliser des stratégies, des chorégraphies qui doivent être différentes. Dans l'expression d'un couple, il ne peut exister que le mutisme d'un autre.
accaparer les corps, les regards et l'espace, c'est en ça que se traduit la domination d'un duo sur la piste. Pourtant, la domination n'est pas qu'en surface, institutionnelle, elle s'intègre aussi dans nos rapports à notre partenaire. Quand Tatara a fait l'expérience d'être mené par Kogemiya, son corps ne lui appartient plus, il ne le maîtrise plus, il n'est plus libre. Le corps de Tatara devient un objet malléable, manipulable à souhait par le leader qui le fait bouger comme il veut, telle une vulgaire marionnette. Le dialogue ne peut exister car il n'existe aucune réponse. C'est la néantisation de Tatara. Le mot néant est très important car en n'étant plus maître de son corps, le corps et l'esprit se scindent en deux. La reconnaissance entre les deux ne se fait plus. Il devient étranger de soi-même. C'est quelque chose de puissant dans le manga. Être étranger à soi, ne plus pouvoir s'exprimer, c'est ne plus exister, c'est ne plus être vu. Face à ces codes, face à cette domination des corps, Tatara, lui, veut tout autre chose. Il cherche à s'exprimer, oui, mais pas forcément au détriment de sa partenaire. Il cherche une autre façon de concevoir cette dynamique des corps. Comme on l'a dit dans une précédente vidéo, Tatara cherche dans la danse un moyen de s'exprimer, de s'épanouir. Dans cette recherche, il s'inscrit dans le dialogue opéré par la danse. Ces mots qui, eux, ne peuvent s'exprimer, c'est son corps qui s'en charge. Et c'est le regard des autres qui lui permet de s'inscrire dans la mémoire de l'autre. C'est le moyen pour lui d'exister, de crier « je suis ». C'est cette reconnaissance de l'autre dans le dialogue que recherche Tatara. Son existence se fait le relais de ses émotions, de son passé, de ses mémoires, en bref, de son identité. Là, on peut commencer le vrai cœur du sujet de notre vidéo, l'altérité. Welcome to the Ballroom est un dialogue constant entre identité et altérité. L'altérité représente l'autre. L'identité, lui, se définit par le moi, par le même. Forcément, pour déterminer le même, il faut déterminer l'autre. Et pour caractériser l'autre, il faut caractériser le même. C'est ici qu'intervient la relation entre Tatara et Shinatsu. D'abord, ce sont deux personnages très différents vis-à-vis du rôle qu'ils ont occupé et de leur personnalité. Tatara, très introverti, laisse facilement les autres prendre de la place, alors qu'il doit justement occuper le rôle de leader. Il doit apprendre à s'imposer. Tandis que Shinatsu, extravertie, puissante, elle doit laisser les autres danser. Ces personnalités différentes prennent leur source dans la différence des milieux sociaux auxquels ils appartiennent. Tatara vient d'une famille pauvre et a grandi sans sa mère, tandis que Shinatsu, elle, a grandi dans une famille plutôt nombreuse et on peut imaginer qu'elle provient de la petite bourgeoisie. Le manga s'efforce de nous montrer qu'ici, au vu de leur caractère, de leur origine sociale, de leur mémoire, il y a impossibilité à se connecter. Le récit persiste donc sur leurs différences, tout en construisant un contexte où les corps sont contraints, ils ne peuvent y échapper, ils doivent à tout prix se connecter. Tomo Takeuchi insiste sur la conflictualité de la situation. Des personnes qui ne s'entendent pas doivent jouer un rôle qui ne leur correspond pas. La dynamique du couple, Tatara-Shinatsu, est incroyablement bien faite dans ce sens. Chacun veut s'exprimer et chacun doit s'exprimer. S'ensuit alors certains épisodes où chacun va s'exprimer. Le cas le plus intéressant, c'est celui de la domination de Tatara sur Shinatsu, qui prend alors les formes d'une métaphore sublime. L'homme quadrupède. Cette première version de l'homme quadrupède arrive à un moment où Shinatsu est en position de faiblesse et perd le contrôle sur son corps, mais aussi le contrôle qu'elle exerce sur nos protagonistes. Tatara est donc dans l'obligation de mener, pour que leur performance ne soit pas réduite à néant. Et dans cet instant de contrôle, apparaît alors cette symbolique. Elle est fascinante. Ici, Tatara est dans une position dominante où l'autre n'existe plus. Il n'y a plus d'entrave à l'expression de son identité. Pourtant, apparaît une nouvelle paire de jambes. C'est une façon de montrer que l'autre ne disparaît pas complètement, mais devient extension du corps dominant. Il y a cette façon d'accaparer l'autre pour l'intégrer à soi, pour qu'il devienne même. L'autre voit son identité revenue à néant. Pire, se voit dévoré, devient l'instrument du prolongement d'autrui dans soi. Cette violence assimilatrice permet au dominant de se développer, de bouger plus librement qu'il ne l'aurait fait avec son propre corps. Cette métaphore nous permet alors de comprendre la véritable problématique du duo, la perte de soi, la perte de son identité, la perte de sa liberté. Cette bataille pour la liberté se prolonge. La mise en tension des relations entre eux permet un surenchérissement des mouvements. Chacun se renvoie, se rentre dedans, se provoque, chacun domine tour à tour l'autre, jusqu'au moment où l'on perçoit un point de jonction. C'est au moment où chacun se rend compte que l'autre existe, s'exprime, que s'opère alors la connexion. Cette scène est formidable car chacun est mis dans le même plan. Chacun, Tatara comme Shinatsu, revêt la même importance.
Encore mieux, c'est le regard de l'un envers l'autre qui est au centre de la mise en scène. La première étape de la connexion, c'est la reconnaissance d'autrui. C'est comprendre que l'autre existe non pas pour nous limiter, mais au contraire, existe pour s'exprimer. Plus on avance dans l'évolution du couple, plus on comprend que le manga est fou dans ce qu'il écrit. De même qu'au moment où Tatara atteint une position dominatrice avec l'homme quadrupède, Shinatsu, elle, doit apprendre à s'adapter. Tomo Takeuchi crée une situation où Tatara n'a plus maîtrise de son corps. Chacun de ses mouvements est décuplé et alors il ne peut plus assurer l'expression de Shinatsu. Elle est dans l'obligation de s'adapter si elle ne veut pas perdre. Elle doit prendre en considération sa personne, chercher en lui, le découvrir. Dans cette situation, il se découvre et de même apparaît un point d'équilibre entre les deux. La deuxième métaphore de l'arc est encore plus lourde de sens et sublime que la première. Comme avec l'homme quadrupède, la deuxième métaphore débute par la disparition d'autrui. Le corps en face de nous, avec qui Tatara danse, disparaît. Mais non pas pour devenir une autre paire de jambes, absolument pas. Ici, Shinatsu sort de Tatara comme un papillon sort de son cocon. Cette image de Shinatsu sortant de Tatara prend ses racines d'abord de la reconnaissance qu'autrui est infini. Il ne peut être sondé. Ce qui est absolument fabuleux, c'est qu'ici, elle est encore plus révélatrice de notre identité dans le sens où le regard que l'on porte sur l'autre, c'est la recherche de soi-même. Tatara, au travers du regard qu'il porte sur Shinatsu, se voit lui-même. C'est dans ce sens qu'autrui renaît à travers soi. Il ne peut exister l'autre que s'il existe même. C'est la puissance de l'altérité. L'identité ne peut exister sans altérité. Précisément, le manga détruit les barrières. L'autre n'est pas une entrave à ma liberté, au contraire, elle exacerbe notre identité. Elle le sublime. Ce sont nos différences qui sont notre puissance. L'altérité a cette vertu multiplicatrice et cette beauté insondable. Autrui est magnifique et nous rend encore plus beaux. Kugimiya n'accorde aucune importance à l'autre. Il n'existe pas. Son portrait mélancolique, que l'on nous dessine au fil de la dynamique entre Tatara et Shinatsu, nous permet de saisir la véritable importance de l'autre, comme une sorte de nécessité existentialiste. Welcome to the Ballroom dépeint avant tout les contours d'un dialogue puissant, enrichissant, constant, où de la domination naît l'émancipation, naît autrui et nous-mêmes. De cette situation hégémonique de l'autre sur le même, ou du même sur le nous, l'œuvre montre que l'identité s'efface en même temps que l'altérité. Il perd tout son sens. À quoi bon être nous-mêmes si l'autre n'existe pas pour nous? C'est au contraire le dialogue constant entre l'autre et le moi qui permet de se révéler comme véritablement quelque chose qui existe et qui s'affirme dans ce monde. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.